Yosh, tu veux partir en voyage au Japon, mais tu es perdu dans tous les préparatifs. Tu te demandes par où il faut commencer pour préparer ce voyage au Japon. Dans un pays qui est quasiment à l'autre bout de la planète, ne bouge pas. Tu es au bon endroit. Je vais donc essayer de t'aider à y voir plus clair dans la préparation de ton voyage au Japon, passer rapidement les premières étapes qui sont pas les plus kiffantes et te concentrer sur les suivantes qui, elles, sont plus sympas. Allez, c'est parti, on y va. Alors, bienvenue sur ma chaîne qui est dédiée, tu l'auras compris, au Japon. Dans cette partie guide de voyage, on va aborder plusieurs thématiques pour t'aider à le préparer au mieux, avec tous les sujets sur lesquels tu te poses des questions. Quel vol choisir, l'hébergement, l'argent, le JR Pass, etc. Donc cette partie guide de voyage sera sous forme de playlist avec une vidéo par thématique. Et l'autre partie de cette chaîne sera plus axée sur un côté vlog avec des vidéos que j'ai pu faire au Japon. Mais ça, ce sera une autre partie. Donc on commence tout de suite avec la première vidéo de cette partie guide de voyage avec tout ce qui est formalité de départ. Non, sans déconner, il faut un passeport pour aller au Japon? C'est complètement dingue! Oui, alors vous vous dites, bon, il est gentil le chauve, mais j'avais pas forcément besoin de lui pour savoir qu'il faut un passeport pour aller au Japon. Et pourtant, c'est bien le point de départ de votre voyage, et si je l'aborde, c'est pour vous inviter à vous en occuper en premier. Un passeport est valable 10 ans, il y a différentes formalités selon si c'est votre premier passeport ou si c'est un renouvellement. Également si vous devez le faire pour vos enfants. Je vous invite donc à vous rendre sur le site du service public, je vous mets le lien en description, et à prendre rendez-vous avec la mairie de votre commune. Et oui, pour l'obtention d'un passeport, cela ne se fait que sur rendez-vous. Alors méfiez-vous, parfois ça peut être assez long pour obtenir un rendez-vous. Si c'est le cas, vous pouvez essayer de vous rapprocher des mairies annexes de votre commune, si vous habitez dans une commune assez conséquente qui comporte des mairies annexes évidemment. Vous pouvez aussi essayer avec les mairies des communes voisines, parfois ils acceptent de prendre en charge la demande de votre dossier. Et surtout votre dossier, préparez-le bien avec toutes les pièces justificatives pour éviter de revenir. Si vous avez un dossier bien complet, en revanche au bout de 15 jours environ, vous avez votre passeport. Ce sont les pièces d'identité qui sont beaucoup plus longues à obtenir, c'est plutôt un mois et demi. En général, le passeport c'est relativement rapide, sous ce délai de 15 jours. Donc je me répète, mais occupez-vous de ce point en premier. Donc c'est un point important. Combien de temps allez-vous partir au Japon? Alors je vous rassure, si vous êtes en mode pure vacances, 2, 3, 4, 5 semaines, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de formalité spécifique pour ces durées-là. En effet, dès l'instant où votre séjour est inférieur à 90 jours, vous n'avez besoin que de votre passeport, rien d'autre. Il n'y a pas besoin de visa pour une durée inférieure à 90 jours. En revanche, si vous comptez partir plus de 90 jours, là vous aurez obligatoirement besoin d'un visa. Des visas, il y en a plusieurs qui existent. Le visa culturel, par exemple pour apprendre la langue japonaise. Un qui est bien connu pour vous les plus jeunes, le visa étudiant. Il existe également un visa vacances-travail. Et il y en a encore d'autres. Alors c'est pas le sujet de la vidéo. Par contre, si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur cette partie, dites-le moi en commentaire. Remarque importante, si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas de nationalité française, je vous invite à vous rendre sur le site de l'ambassade, je vous mets le lien en description, afin de vérifier si votre nationalité est bien sur la liste MOFA, M-O-F-A, qui veut dire Ministry of Foreigners Affairs. Yes, I speak English very well. Donc vous l'aurez compris, qui veut dire ministère des Affaires étrangères. Car en effet, si votre nationalité n'est pas sur cette liste, là en revanche, même pour une durée de séjour d'une journée, vous aurez besoin d'un visa. Donc renseignez-vous bien avant. Alors évidemment, avec ce qu'on s'est bouffé il n'y a pas si longtemps avec le coronavirus, c'est bien le premier pour lequel on se pose la question. Et la réponse est non. Depuis le 1er juin 2022, vous n'avez pas besoin de présenter un schéma vaccinal partiel ou complet pour entrer sur le territoire japonais. Après cette date du 1er juin 2022, même s'il n'était plus nécessaire de présenter un pass vaccinal, il fallait en revanche présenter un test négatif au coronavirus. Mais je vous rassure, depuis le 29 avril 2023, ce n'est plus le cas non plus. Au-delà du coronavirus, il n'y a aucun vaccin nécessaire pour rentrer sur le territoire japonais. Donc si je résume, vous n'avez besoin d'aucun vaccin pour aller au Japon. Toutefois, selon votre état de santé, je vous invite quand même à vous rapprocher de votre médecin pour lui indiquer que vous partez au Japon et il pourra vous conseiller en conséquence.
On reste dans la thématique du médical. Pour tous ceux qui suivent un traitement médicamenteux, et même pour ceux qui n'en suivent pas, je vous invite à écouter quand même. Je ne vous le souhaite évidemment pas, mais malheureusement la situation elle peut changer avec le temps. C'est mon cas, lors de mon premier voyage au Japon, je n'avais aucun traitement. Sur mon second voyage, oui, j'ai un petit médoc à prendre tous les matins, rien de méchant, mais il faut que je le prenne. Donc comme vous le voyez, la situation elle peut évoluer. Donc je vais vous mettre un lien en description pour cette partie si vous souhaitez l'éplucher, mais dans les grandes lignes, sachez que vous pouvez évidemment partir avec vos médicaments au Japon, pour un usage personnel bien sûr, avec une quantité n'excédant pas 1 mois de traitement. Attention, si vous avez des traitements lourds, il y a certaines substances qui sont interdites au Japon. Tout ce qui est psychotrope, stimulant, narcotique. Calme-toi jeune drogué, on parle de médicaments. Ouais, bon, quelque part, ça se rejoint un peu. Donc si c'est votre cas, sur le lien que je vous ai mis en description, vous pouvez retrouver les différentes substances dans le détail qui sont interdites ou restreintes. Je reviens sur les traitements plus classiques. Si jamais vous partez plus d'1 mois, vous devrez faire une demande sur le site de l'ambassade, toujours sur le même lien que je vous ai mis en description. Dans tous les cas, je vous invite à demander à votre médecin une attestation ou alors de prendre avec vous la dernière ordonnance que vous avez, indiquant votre pathologie et le traitement qui en résulte, pour éviter toute contrainte à la douane. De la même façon, ne prenez pas juste la plaquette de votre médicament, prenez bien la boîte et la notice. En effet, en cas de contrôle, la notice serait importante pour que les services de douane puissent contrôler les substances de votre médicament. Mais je vous rassure, moi mon médoc était dans la valise, j'ai pas eu de contrôle, je pense que ce sont des choses qui sont plutôt rares, mais dans l'absolu, prévoyez tous les éléments qu'on vient de voir afin d'être tranquille si jamais vous veniez à être contrôlé. Alors évidemment, l'eau est potable au Japon, c'est pas un scoop, et elle est même de très bonne qualité suivant les régions. Toutefois, si vous êtes très fragile au niveau du système digestif, que vous voulez prendre 0 risque, vous pourrez évidemment trouver de l'eau minérale en bouteille au Japon. Oui, c'est complètement dingue. Et vous pourrez en trouver facilement partout. Par exemple, dans les combini. Alors les combini, qu'est-ce que c'est? Ce sont de petites supérettes de proximité que vous trouvez absolument partout au Japon, surtout dans les grandes villes. Je crois que c'est impossible d'être dans une rue dans laquelle vous n'allez pas trouver un combini. Vous avez 3 enseignes très connues qui sont 7-Eleven, Family Mart et Lawson. Pareil, c'est pas l'objet de la vidéo, mais si vous voulez qu'on développe ce point, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, on peut faire une vidéo sur ce sujet. Et au-delà des combini, vous avez au Japon, et surtout une fois encore dans les grandes villes, des distributeurs de partout. Je pense que c'est impossible dans des grandes villes comme Tokyo par exemple, de vous poser à un endroit et de tourner à 360 degrés. Voilà, comme ça, mais qu'est-ce qu'on se marre! Et de ne pas avoir un distributeur dans votre champ de vision. Voilà, alors j'ai la tête qui tourne. Bref, vous aurez accès à de l'eau minérale en bouteille à n'importe quel moment, soyez rassurés à ce niveau-là. Alors après avoir parlé de l'eau, on va parler maintenant de l'électricité. Alors essayez de ne pas faire les deux en même temps, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Les sirènes du port d'Alexandrie. Donc l'électricité au Japon est en 100 volts et les prises électriques ne sont pas les mêmes que chez nous. En fait, ce sont les mêmes qu'aux États-Unis. Donc vous me voyez venir, prévoyez un adaptateur. Alors ça se trouve assez facilement dans des enseignes comme Boulanger ou la Fnac. Un modèle de base coûte peut-être, je sais plus, 4 ou 5 euros. Ça ressemble à ça. Est-ce que vous le voyez? Vous voyez là les 2 petites fiches et le format France ici. Et après, vous avez des modèles un petit peu plus élaborés. Voilà, des espèces de couteaux suisses là qui font plein de trucs. Bref, donc pensez bien à vous en munir avant de partir. Achetez-en soit plusieurs ou alors prenez une multiprise. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on est quand même clafoutis d'appareils électroniques. Vous allez avoir avec vous votre téléphone, un appareil photo, une caméra, une tondeuse à barbe, un rasoir électrique, éventuellement une tablette, un ordinateur. Bref, si vous n'avez qu'un seul adaptateur ou pas de multiprise, vous allez galérer. Et je vous parle même pas pour ceux qui partent à plusieurs. Donc c'est un indispensable dans votre sac à dos. En parlant de sac à dos, il y aura une vidéo dédiée sur cette partie. Qu'est-ce qu'il faut avoir absolument dans votre sac avec vous au Japon. Et pas de panique, si jamais vous avez oublié de l'acheter en France, vous pourrez en trouver au Japon, dans des magasins comme Don Quirote ou tous les magasins d'électronique. Mais je vous invite quand même à l'acheter avant votre départ, surtout pour ceux qui vont décider de voyager sur une compagnie japonaise. En effet, vous serez à Paris au décollage dans l'avion, mais vous allez vous retrouver dans cet avion japonais avec des prises japonaises. Alors, comme en France, nul n'est censé ignorer la loi. Et oui, petite racaille, il va falloir tenir à carreau.
Alors dans l'absolu, les lois sont à peu près les mêmes que chez nous, donc si tu pensais trancher la tête de quelqu'un, t'en servir de bout de bowling sur le carrefour de Shibuya, oui, tu iras en prison. Donc bon, on va pas s'éplucher le code pénal japonais, mais gardez en tête ces quelques points. Ayez toujours votre passeport avec vous, hyper important. Vous pouvez être contrôlé, c'est rare, mais il faut que vous l'ayez sur vous. Sur mon premier voyage, ça m'est arrivé, j'ai été contrôlé dans la rue, j'avais oublié mon passeport à l'hôtel, le seul moment où je l'avais pas avec moi, et je peux vous dire que la police japonaise, ça fait pas rigoler. De plus, vous en aurez besoin si vous avez opté pour un JR Pass, puisque vous êtes censé le montrer en même temps que votre pass aux agents. Mais ça, on en parlera plus en détail sur la vidéo dédiée au JR Pass. Il est interdit de fumer dans les espaces publics, et il est interdit de fumer dans la rue au Japon. Oui madame, il y a des espaces dédiés pour cela dans les rues au Japon qui s'appellent des smoking areas. Comprenez, des zones fumeurs. Speak English very well encore. Sinon, si vous vous faites gauler, c'est 20 000 yens d'amende, ce qui doit faire avec le cours actuel du yen environ 12 ou 13 euros. Donc l'amende, c'est pas la folie, mais c'est surtout que vous allez passer pour un vrai con vis-à-vis des Japonais qui, vous l'aurez compris, sont très soucieux du respect des règles. Alors la clope, non. Par contre, l'alcool, alors là, vous pouvez picoler, il n'y a pas de problème. Vous serez certainement amené à rencontrer des personnes complètement ivres-mortes par terre dans les rues ou dans les premiers métros du matin. Alors les Japonais ne tiennent pas très bien l'alcool au niveau d'une enzyme du foie, je ne sais plus exactement l'histoire, mais bref, ils tiennent moins bien l'alcool que nous occidentaux. Alors ils ont plutôt l'alcool joyeux. Par contre, vous, si vous ne savez pas boire, ou si vous tenez mal l'alcool, ou si vous avez l'alcool mauvais, ne vous transformez pas en clown lourdingue parce que les comportements inappropriés au Japon sont mal vus. Et pour ceux qui ont l'alcool mauvais, retenez-vous un peu, parce que si vous pensez faire la bagarre là-bas, ça va pas bien se passer. Éventuellement en soirée entre deux gaijins, deux étrangers, bon, vous allez finir séparés, ça peut bien se terminer. Par contre, si vous vous fritez avec un japonais, et même si pour le coup c'est lui qui est en tort, croyez-moi, on va vous foutre dans le premier avion et vous dégager du pays. Après l'alcool, sans transition, la drogue. Alors là par contre on va faire très rapide, c'est tolérance zéro. Quel que soit le type de drogue, c'est la case prison directe. Donc prenez vos responsabilités, c'est à vos risques et périls. Et enfin les tatouages. Alors on n'est pas vraiment dans un contexte de loi, mais c'est quand même important que vous le sachiez. Et c'est un sujet qui pourrait mériter une vidéo dédiée, dites-le moi si ça vous intéresse en commentaire. Mais pas mal de lieux interdisent l'entrée aux personnes tatouées. Je pense notamment aux onsen et aux sento, qui sont les sources chaudes et les bains publics japonais. Pourquoi ? Parce qu'au Japon, le tatouage ramène, si on fait un raccourci très rapide, aux yakuza. Les yakuza qui sont la mafia japonaise. Mais je vous rassure, il y a quand même pas mal d'établissements qui acceptent les personnes tatouées. Vous trouverez en général une petite pancarte indiquée Tattoo Friendly à l'entrée de ces établissements. Et vous pourrez vous renseigner avant sur internet s'ils acceptent les personnes tatouées, évidemment. Alors le Japon est un pays qui a un des taux de criminalité les plus bas au monde. C'est un pays très rassurant, très sécurisant, que ce soit au niveau de la criminalité en elle-même ou des mentalités et des comportements. Si tu es tout seul au resto en train de bouffer et que tu vas aller aux toilettes, tu peux laisser ton téléphone sur la table, il y a quand même très peu de chances que quelqu'un te le vole. D'ailleurs, lors de mon premier voyage, au restaurant à midi, je commençais à peine à manger, je me suis levé pour aller pisser une caisse. Mes voisins de table ont bien compris que je ne partais pas, que je me levais pour aller aux toilettes. Et ils se sont un petit peu moqués de moi parce qu'ils m'ont vu prendre toutes mes affaires avant d'y aller, d'un air de dire « Calme-toi mec, il va rien t'arriver ». Vous pouvez donc vous balader avec du liquide au Japon sans problème. D'ailleurs, c'est un pays où on paye énormément en espèces. On en parlera sur la vidéo dédiée à l'argent au Japon. Donc il n'y a aucun problème à se balader avec des liquidités sur soi. Je pense notamment à toi, jeune voyageur qui veut partir tout seul. Mais attention, je pense qu'il y en a certains qui sont déjà en train de se dire « Mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? C'est pas le pays des bisounours non plus ». Effectivement, le pays des bisounours n'existe pas. Sauf chez les bisounours. Donc restez quand même prudent, ne faites pas n'importe quoi, mais gardez en tête que vous êtes dans un pays qui est complètement safe. Je déteste tous ces anglicismes comme safe. C'est complètement what the fuck. Alors évidemment, je ne vous le souhaite pas, mais c'est quand même important de connaître 2 ou 3 numéros en cas d'urgence ou de pépin. Donc je vais vous noter ces numéros en description. Vous pourrez évidemment appeler ces services depuis un téléphone fixe sur place ou éventuellement depuis votre portable si vous avez opté pour une solution appel téléphonique. Ce qui est plus rare parce que dans la plupart des cas, on opte plutôt pour une carte SIM data qui vous donne simplement un accès Internet. Mais on abordera mieux ce sujet dans la vidéo Internet et guide. Donc ces numéros vous permettront dans la plupart des cas d'être mis en relation avec une personne parlant anglais, parfois même un interlocuteur parlant français. Et les cadres principaux à connaître sont la police, les urgences d'ordre médical, les renseignements généraux et les objets trouvés. Au-delà de vous débrouiller par vous-même, sachez que s'il vous arrive quelque chose, les Japonais vont vous aider.
Gardez en tête que si vous avez besoin d'aide, vous trouverez aussi facilement dans les grandes villes ce que l'on appelle des koban. Les koban, ce sont de petits postes de police où vous allez trouver bien souvent un seul ou deux agents. Et ces agents de police ne sont pas juste là pour envoyer du PV à foison, non, ils sont là pour aider et servir la population. Et pour finir, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de l'Office du tourisme qui m'a clairement servi de base pour préparer cette vidéo. Je vous mets le lien en description. Vous pourrez y trouver d'autres points que l'on n'a pas abordés sur cette vidéo, des renseignements si vous voyagez avec des enfants, si vous voyagez avec une personne en situation de handicap, ou revoir plus en détail les sujets qu'on a abordés dans cette vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo, à vous abonner. Ça me donnera de la force pour continuer à vous faire d'autres vidéos pour vous aider à préparer votre voyage au Japon. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Matane!